je vous présente un peu John Kennedy Toole, c'est un gars qui est né dans les années 30, hein, donc en 1937 plus précisément. Il est mort en 1969, donc il est mort très jeune. Pourquoi il est mort très jeune? C'est que lui a essayé de faire publier son roman, il n'a pas réussi, puis il s'est suicidé. Donc ça commence un peu trash. Je ne vous raconterai pas les détails de la chose, mais le gars s'est suicidé. Et on comprend en lisant le livre qu'en réalité, le personnage du livre, c'est un peu lui. Donc, c'est le côté qui est intéressant là-dedans, c'est de voir à quel point le gars correspond à son personnage. Donc, l'histoire et la vie du gars se passe en Nouvelle-Orléans dans les années 50-60. John Kennedy Toole, lui, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie? Ben, il a enseigné un petit peu à l'université à New York et en Nouvelle-Orléans aussi. Mais en 1961, il a dû faire son service militaire. Il a été envoyé à Porto Rico pendant 2 ou 3 ans, si ma mémoire est bonne. Il a enseigné l'anglais à des Espagnols là-bas. Et c'est là qu'il a écrit son livre, La Conjuration des imbéciles. En réalité, John Kennedy Toole, il a écrit 2 livres. Le premier est peu connu, assez mauvais de ce que j'ai pu comprendre, mais son livre qui a fait parler de lui, c'est celui-là. Donc, c'est ça, lui, il a essayé de faire publier son livre, ça n'a pas marché, mais ça a été publié plusieurs années après parce que sa mère, qui a retrouvé le manuscrit après la mort de son fils, elle a trouvé ça vraiment bon, puis elle s'est envoyé ça à plusieurs maisons d'édition qui, eux autres, ont finalement trouvé ça un peu étrange. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, elle trouve un éditeur. Donc, le livre est publié en 1980, et bien, vous pouvez trouver sur Internet un témoignage de l'éditeur qui dit « Hey, la maudite fatigante, elle venait me voir avec le livre de son fils. » Puis j'avais pas le temps de gérer ça. Moi, ça me tentait pas de le lire. Tu sais, des mères qui arrivent avec des histoires que leur fils ou leur fille a écrit ou leur belle-sœur. Il y en a plein des livres poches de même. Là. Puis, tu te dis, wow, oui, madame, là, vous l'aimez le livre de votre fils, mais c'est mauvais. Fait que là, il dit, à un moment donné, je me dis, bon, OK, je vais commencer à le lire en me disant, ça va tellement être mauvais que j'aurai juste à dire à madame que ça convient pas pantoute puis qu'on va arrêter là. Mais finalement, j'ai lu le livre d'un coup sec. Puis, je me suis dit, bon, il faut absolument le publier. Donc, au moment de sa publication, le livre a été vendu à 1,5 million d'exemplaires et il a été traduit en 18 langues. Il a reçu l'année d'après le prix Pulitzer de fiction, donc qui est remis au meilleur livre de fiction. Donc, La Conjuration des imbéciles, ça parle de quoi? En anglais, le titre original, c'est A Confederacy of Dons. L'histoire, comme je l'ai dit, se passe en Louisiane, hein, donc en Nouvelle-Orléans, au début de l'année 1963. Le personnage principal de l'histoire, c'est un jeune homme qui étudie en littérature, qui s'appelle Ignatius Riley. Déjà, le prénom fait dur, là. Et lui, c'est qui ce gars-là? C'est un genre de génie un peu misogyne, un peu misanthrope. En fait, il haït tout le monde. C'est un gars qui haït tout le monde. Mais il a une intelligence qui le rend presque paranoïaque, en fait. Et lui, c'est quoi? C'est que ce qui est intéressant avec le livre, c'est que c'est un roman d'anticipation sur le futur. L'histoire se passe en 63 et l'auteur, qui se met en scène lui-même, met en scène un Tanguy, ce qu'on appelle un Tanguy. Donc, le gars, dans l'histoire, il a peut-être 30 ans, mais il reste chez sa mère. Il travaille pas. C'est un gars qui déteste tout le monde, qui haït les autres, qui haït tout le monde. Et puis, toutes les dérapes de notre époque, en fait, sont mis en scène dans ce livre-là. Donc, la mère est une genre de veuve alcoolique qui fait de la retraite. En fait, tous les stéréotypes, tous les archétypes du monde moderne, finalement, de l'Amérique au sens large moderne, ils passent là-dedans. Donc, les rockers, les policiers, il y a un personnage qui est un chrétien fondamentaliste, il y a une voisine folle, il y a une espèce d'activiste qui est son ami dont je vous parlerai après. Elle, c'est le genre d'activiste anarcho-communiste. Il y a un bonhomme qui vend des hot dogs aussi. Tu sais, c'est une histoire un peu éclatée où il y a des personnages complètement siphonnés. Le personnage principal, Ignatius, c'est un hypochondriaque. Donc, lui, il a tout le temps peur d'être malade. Et puis, sa manière d'être malade, je vous le donne en mille, c'est qu'il a de la misère avec ses sphincters. Donc, je vous laisse imaginer le reste. Aussitôt qu'il est contrarié, ça lui cause des problèmes. Donc, il dit lui-même, le personnage dans le livre, que lui, son idéal, c'est qu'il rêverait d'un monde libéré des dégénérés et des semi-mongols. Je vous le dis, là, le livre, c'est une fiction, mais c'est en même temps très humoristique.
c'est très trash, c'est très... Moi, je suis pas un lecteur de romans, je lis pratiquement aucun roman à part les grands succès, là, les Dan Brown et ces choses-là. Ça, je vais peut-être les lire. Mais tu sais, je suis un gars qui lit plus des livres d'économie, des biographies, des essais politiques, des choses comme ça. Ben, vous me connaissez. Mais John Kennedy Toole, je vous le garantis, c'est un livre que n'importe qui peut lire dans le sens que c'est pas un roman... c'est pas un roman plate là, avec des scènes de cuisine. Là. Non, c'est un roman... c'est un roman politique, humoristique. Ça décrit, en fait, ça décrit quoi? Ça décrit un peu le folklore de la Nouvelle-Orléans puis des habitants de l'époque. Et lui, qu'est-ce qu'il fait, le personnage principal? Il est tout le temps en train d'obstiner tout le monde puis de confronter tout le monde sur leur vision du monde. Donc, une partie de l'histoire, ça consiste à quoi? Ça consiste à s'obstiner avec Myrna. Donc, Myrna, c'est son amie gauchiste qui est une genre d'étudiante contestataire qui organise des manifestations. On y reviendra à ça, vous allez voir qu'il y a des trucs un peu drôles. Donc, Myrna, elle, c'est qui? C'est une jeune militante d'origine juive. Lui et elle, Ignatius, les deux personnages se sont rencontrés dans le livre à l'université. Donc, lui était une espèce de réactionnaire un peu bizarre. Elle était une gauchiste écervelée. Dans le livre, ce qui est très drôle, c'est qu'ils ont une proximité ensemble, une relation presque d'amour-haine. Mais ils s'entendent sur rien. Là. Ils ont des divergences politiques, ils ont des divergences philosophiques, religieuses, tout ça. Mais ils entretiennent ensemble une correspondance. Donc, ils s'échangent des lettres dans lesquelles ils s'insultent, dans lesquelles ils se pognent. Je vous le dis, c'est très drôle. Là. Lui, Ignatius, il la méprise totalement. Il est d'une méchanceté crasse. C'est c'est très trash et très drôle. On a aussi comme personnage Irene Riley, donc je dirais que c'est peut-être les trois personnages principaux. Donc Irene, c'est la mère d'Ignatius. Elle est seule depuis 21 ans. C'est une espèce de bonne femme frustrée sexuellement qui est alcoolique. À tout bout de champ est un peu pactée pendant l'histoire du livre. Son fils dit que c'est une soularde abusive, donc il traite sa mère d'alcoolique, là, ce qui est quand même très drôle. Qu'est-ce qui se passe un peu comme élément déclencheur dans le livre, c'est que la bonne femme elle a un accident de voiture, puis là, ils ont des problèmes financiers. Donc, Ignatius, pour la première fois de sa vie, doit travailler, donc chose qu'il n'est pas habitué de faire. C'est un gars qui se pogne le pain. Je vous le dis, c'est la mise en scène c'est la mise en scène d'un Tanguy moderne, mais en 1963. Moi, ça m'a frappé quand j'ai lu ce livre-là, parce que on s'imagine que notre époque, en fait, existe depuis peut-être quelques décennies, quelques années, mais cette réalité-là, soit c'est de l'anticipation, soit elle existait déjà avant. Mais le génie de l'auteur, c'est de l'avoir mis en image. Parlant d'image, Scott Kramer et Steven Soderbergh, les réalisateurs, ont voulu mettre en film le livre. Donc, on avait même trouvé l'acteur, ça allait être Will Ferrell qui allait jouer Ignatius et Lily Tomlin qui allait jouer la mère d'Ignatius. Et finalement, le film, on ne sait pas trop pourquoi, ça s'est jamais produit, ils n'ont jamais eu la chance de faire ça. Donc, peut-être à suivre, ce serait le fun d'avoir... Mais honnêtement, je ne sais pas comment faire pour mettre un livre aussi fucké en film. Il faudrait presque que ce soit une série, en fait. Une série une ou deux saisons, ça pourrait être une meilleure idée que faire un film. Le personnage d'Ignatius, en fait, je pense que vous allez l'aimer. C'est un gars qui est comme indéfinissable. C'est un genre de grincheux qui est tout le temps en train de se plaindre. Mais en même temps, on ne sait pas ce qu'il pense vraiment. En même temps, il est extrêmement anti-système, anti-tout. Il est réactionnaire, il est conservateur. Il est vraiment étrange comme personnage, mais en même temps, il y a un côté gauchiste très prononcé où il dit à un moment donné dans le livre il faut désormais que j'affronte l'ultime perversion d'aller travailler. Donc, c'est un gars en fait qui veut pas travailler, qui veut rien foutre. Autour de lui gravite une série de personnages toutes plus débiles les uns que les autres. Si vous lisez le livre, vous allez vous en rendre compte. Donc, c'est un roman... il y a quelqu'un qui a qualifié le livre de roman acide. Moi, je trouve que c'est quand même c'est un bon qualificatif. Mais c'est intéressant parce que c'est un roman qui traite d'énormément de sujets dont on pense pas que ça pouvait exister à l'époque. J'ai déjà parlé du Tanguy, mais il y a aussi l'idée des emplois sous-payés.
de la société de consommation, le rôle de la télévision, et même, finalement, des personnages comme on voit aujourd'hui partout, les genres de hipsters, hein, donc Myrna, qui est le deuxième, je dirais, personnage principal du livre, elle, c'est une hipster, c'est une espèce d'activiste dans la plus pure expression. Elle, en fait, il raconte la narration du livre raconte qu'en fait, elle n'a pas du tout de problème de myopie, mais elle porte des verres parce qu'elle pense qu'elle va être prise plus au sérieux avec des lunettes pour son engagement politique. Donc, ça vous donne une idée d'à quoi peut ressembler ces genres de personnages-là. Je vais vous faire grâce d'un un petit extrait du livre. Vous allez voir un peu comment c'est écrit d'abord et quel genre de propos on tient là-dedans. Donc, comme je vous ai dit, c'est une correspondance entre Myrna et Ignatius. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui envoie une lettre. Je vous épargne les détails de la lettre qu'elle lui écrit. Mais bref, dans la lettre, il y a un petit sticker pour une conférence qu'elle organise. Écoutez ça, je vous le jure, c'est 1963. On jurerait que c'est la semaine prochaine que l'histoire se passe. Donc, Myrna présente sa conférence. Conférence. Myrna Minkoff parle sans détour de la sexualité dans la politique, la liberté érotique comme une arme contre les réactionnaires. Donc, ça coûte $1 pour rentrer. Et c'est une pétition par laquelle Myrna demande agressivement plus d'activités sexuelles et de meilleure qualité pour tous, ainsi qu'un programme d'urgence pour protéger les minorités. Donc, elle dit qu'avec ça, on va lutter contre les dogmes judéo-chrétiens de l'ignorance, de la chasteté, de la peur, etc., etc. Donc, on voit un peu où on se situe au niveau du procédé politique. Mais ce qui est intéressant, c'est la réponse d'Ignatius. Et je vous le dis, c'est que je ne prends pas un bout isolé, c'est comme ça partout dans le livre. Il est d'une méchanceté avec elle. C'est juste très drôle, c'est de l'humour noir. Là. Donc, Ignatius répond à la lettre de Myrna concernant sa conférence et lui dit « Myrna, ma bien-aimée, j'ai bien reçu ton irritante et effrontée communication. Crois-tu sérieusement que je sois le moins du monde intéressé par tes rencontres sordides avec tes sous-hommes et ton chanteur folklorique? » Parce que dans l'annonce, il est question qu'il va y avoir un chanteur pour venir égayer la soirée. Ignatius rajoute « Dans chacune de tes lettres, je suis condamné à découvrir de nouvelles références au caractère dissolu de ton existence merdique personnelle. Veuille à l'avenir te confiner à la discussion et aux débats théoriques et idéologiques, de manière à éviter au moins les obscénités. J'ai toutefois pensé que le symbolisme du rat et de l'écureuil, ou du rat-écureuil, ou plutôt de l'écureuil-rat, peu importe, était fort évocateur, ou plutôt excellent. Lors de la sinistre soirée de cette douteuse conférence, on parle toujours de la conférence de la fille, l'unique membre de ton auditoire sera probablement un vieux bibliothécaire désespérément solitaire qui, en ayant aperçu une lumière à travers la porte de l'auditorium, sera venu dans l'espoir d'échapper au froid et aux horreurs de son enfer personnel. Là, dans la salle, sa silhouette courbée, assise seule devant le podium, écoutant ta voix nasale se répercuter en écho le long des rangées de chaises vides, lui enfonçant dans la tête comme un coup de marteau sur son pauvre crâne chauve, l'ennui mortel, en même temps que des images sexuelles de plus en plus précises. Il sera amené peu à peu jusqu'à l'hystérie, et sans l'ombre d'un doute, il finira par recourir à l'exhibitionnisme, brandissant son vieux sexe flétri et tordu comme un gourdin pour lutter contre l'horrible bourdonnement qui environnera sa tête. Si j'étais toi, j'annulerais cette conférence dès maintenant. Je suis persuadé que la direction du Y, qui est la salle où elle fait la conférence, sera soulagée de ta décision, surtout si ses membres ont déjà eu l'occasion d'apercevoir l'impossible affiche qui doit, je n'en doute pas, orner désormais tous les poteaux télégraphiques du Bronx. Concernant les commentaires sur ma vie personnelle, que personne n'avait sollicité, ils relèvent d'une absence choquante de goût et de décence. Ignatius.